Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce mercredi 4 février 2026, il est 13h04 et je suis très honoré, ravi de recevoir une personnalité française qui défraye la chronique, qui débat une forme de Robin des Bois de la pensée, qui a toujours été marginal, souvent critiqué. Je vous raconterai une anecdote entre mon ancien patron Jean-François Canet et Yvan Rioufol. Et Yvan Rioufol, donc, essayiste, politologue quelque part, journaliste en tout cas, observateur de la société française, penseur du temps et de notre époque, publie chez Fayard, dans cette petite collection que l'on peut lire vite et bien, La Révolution des oubliés. Yvan Rioufol, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite faire une page d'histoire pour vous demander si, quelque part, ce que vous nous suggérez ressemble à cette scène de l'histoire. Vous vous souvenez, 14 juillet 1789, la Bastille est prise. Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt rentre dans la chambre du roi Louis XVI et lui dit « Sire, les Parisiens ont pris la Bastille ». Et Louis XVI lui répond « C'est une révolte ». « Non, sire », lui répond la Rochefoucauld, « c'est une révolution ». Est-ce qu'on est peut-être en train de vivre aujourd'hui, par rapport aux élites, et on voit l'affaire Epstein, les élites qui sont compromises, en tout cas en promiscuité, est-ce qu'on est en train de vivre une révolte du peuple contre les élites ? C'est ma thèse. Ma thèse est de dire qu'il y a en tout cas une atmosphère révolutionnaire. Mais c'est une atmosphère révolutionnaire qui n'a pas de révolutionnaire. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tout est fait aujourd'hui pour conduire jusqu'à son terme cette révolution. Et cette révolution, elle est de deux sortes. Elle est tout d'abord cette révolution que j'avais appelée il y a maintenant 13 ans, dans le Figaro, la révolution des œillères. Oui. C'est-à-dire que j'observais... Par allusion à la révolution des œillets de 74 au Portugal, les œillères. C'est-à-dire on regarde pas. Voilà. J'observais que les œillères commençaient vraiment à tomber par la force des évidences. Des œillères idéologiques commençaient à tomber par la force des évidences. Et donc je prévoyais effectivement un bouleversement dans l'approche de la vie des gens. Cette analyse a d'ailleurs été confortée par le président des États-Unis lui-même, puisqu'il s'est fait élire très dernièrement sur la révolution du bon sens. Bien sûr. Donc il fait cette analyse que j'avais faite, qui n'était pas très originale, mais enfin qu'il fallait faire, a été corroborée ensuite par l'administration Trump. Et c'est cette analyse de la révolution du bon sens qui bouleverse même la terre entière, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle acte l'échec du mondialisme des peuples déracinés au profit des peuples enracinés. Donc c'est cette première révolution d'atmosphère qui existe, et il y a une deuxième révolution plus technologique qui pourrait alimenter effectivement l'aboutissement de cette révolution, c'est la révolution numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique qui branche 94% des foyers français, contourne le monopole des médias traditionnels et fédère maintenant toutes les opinions dissidentes qui jusqu'alors n'arrivaient pas à s'exprimer, en tout cas dans les médias dits labellisés. Donc si vous additionnez ces deux révolutions, la révolution du bon sens et la révolution numérique, vous obtenez en tout cas un train qui passe. Et ce train qui passe, c'est le train de l'histoire, et il ne passera pas deux fois. Et donc, j'observe cette révolution-là, et c'est une révolution qui est dans les esprits de beaucoup en France, de tous ces oubliés qui sont exclus du débat public, mais en même temps, parce que ce serait trop simple, naturellement, que de se féliciter de cette révolution, en même temps, il y a quand même, malgré tout, de la part de cette même opinion, de ces Français silencieux, une habitude à s'être tu, s'il vous plaît, et à ne pas prendre, dans le fond, l'opportunité d'avoir à se revendiquer comme étant révolté. C'est un appel à la révolte, c'est un appel d'abord au réveil, c'est un appel à la révolte de tous ces peuples, de ce peuple oublié, de ce peuple maltraité, et ce peuple oublié étant en fait celui de la classe moyenne, des Français de la périphérie, des Français de souche, mais pas seulement des Français de souche, des Français de cœur qui ont rejoint cette France millénaire pour s'assimiler dans sa culture. Alors dites-moi, on n'est pas dans le cocktail Molotov, on est dans le cocktail Rioufol. Vous êtes en train de faire la composante de tous les éléments qui peuvent faire un jour que ça pète. Pour autant, vous dites bien, c'était le début de votre intervention, on n'a pas Mirabeau, on n'a pas Danton, on n'a pas Robespierre, on n'a même pas Jeanne d'Arc, Clémenceau ou De Gaulle. Là, on est à poil sur le grand leader qui pourrait rassembler, pas forcément dans une tension, mais de capter la colère de ce peuple furieux et d'essayer de transformer en une action républicaine nationale. C'est terrible. C'est terrible. Nous vivons sur une terre brûlée, une terre intellectuelle brûlée par un politiquement correct qui, depuis maintenant 40 ans, 50 ans, a sommé de fermer les yeux et de ne pas penser à l'avenir. Et donc, nous payons en effet une grave crise de l'intelligence. Et j'en veux beaucoup. Je fais
un chapitre sur la grande responsabilité de l'intelligentsia, dite intelligentsia, qui a interdit de penser, l'avenir, sinon pour applaudir au projet de Mélenchon, qui lui a pensé l'avenir, mais avec un projet qui est un projet de substitution d'un peuple par un autre. Alors naturellement, c'est peut-être lui qui a raison d'ailleurs, avec ce grand remplacement qui n'est pas un grand remplacement des générations, comme il l'a dit, mais un grand remplacement d'une civilisation par une autre, en fonction d'un dynamisme accru de cette immigration de peuplement et de cette survenue d'un islam colonisateur. Il parie là-dessus, je ne peux pas lui en faire le reproche, parce que si on poursuit les lignes, c'est bien ce qui risque d'advenir. Mais je persiste à penser, en effet, qu'il y a des pôles de résistance au sein de cette France silencieuse, qui reste une France majoritaire. Elle fait 70% de la sociologie, à peu près. Mais c'est une France qui n'ose pas, ou qui a renoncé, ou qui a abandonné cette quête existentielle pour une partie d'entre elles. Mais en même temps, je vois des foyers de résistance. On l'avait vu avec la Manif pour tous, on l'avait vu avec naturellement les Gilets jaunes, on le voit avec les paysans, on le voit même avec les policiers qui aujourd'hui descendent dans la rue, c'était la semaine dernière, pour réclamer la protection de la population avec une inversion des valeurs, alors que c'est normalement la police doit protéger les citoyens, ce sont les citoyens qui sont appelés à protéger la police. Donc on voit bien que partout, il y a une irritation et un rejet même du système actuel. Je cite quelques chiffres, je fais pas un abus de chiffres, mais il y a 10% dans le sondage sur les fractures françaises, il y a 10% des Français qui font confiance à des partis politiques, aux partis politiques, et 20% qui font confiance aux députés. Il y avait un sondage récent du Figaro Magazine qui disait que 11% faisaient confiance au président de la République lui-même. Ce sondage a un peu évolué depuis, parce que il a repris un peu de vigueur en s'affirmant face à Trump dans des postures qui me semble un peu déplacé. Enfin, on va y revenir. On voit bien que très majoritairement, ce système-là est un système rejeté. Donc il y a un paradoxe à voir qu'il y a une majorité d'opinion anti-système, donc déjà potentiellement révolutionnaire, parce que c'est un système qu'il faut abattre, et en même temps une réticence, une peur à vouloir aller jusqu'au bout de cette révolution qui, en tout cas, si elle advenait, devrait être une révolution non pas violente comme fut celle de 93, mais une révolution tranquille qui serait simplement une révolution démocratique qui consisterait à appliquer l'article 2 de la Constitution française, de dire que la République se définit par le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Yvo Rioufol. Et si c'était, je vous fais cette proposition, aujourd'hui, quelle est l'angoisse de la société du peuple français? C'est de voir cette continuité dont parle Alain Finkielkraut s'interrompre. On n'est même pas dans le maintien ou le conservatisme, on est dans la continuité d'un système qui nous a rendus heureux, qui nous a rendus fiers et forts, et dont on voit l'effondrement avec les statistiques sur le fric français moyen. Et si c'était, au lieu d'une révolution, je vous fais cette proposition, si c'était une réaction, pourquoi le fait d'être réactionnaire serait forcément contre le progrès, contre la démocratie? On peut être réactionnaire, démocrate, constructif et républicain. Mais vous dites ça à quelqu'un qui a écrit un livre au PUF il y a 10 ans qui s'appelait De l'urgence d'être réactionnaire. Je vous le dis pas par hasard. Donc j'ai théorisé naturellement cette réaction. Il faut être réactionnaire. Réagir, c'est ça. Hein, réactionnaire, dans la définition que j'avais prise du réactionnaire, je l'avais trouvé dans un petit Larousse de 1922. Réactionnaire est celui qui réagit à une situation politique. Oui. Je demande simplement à ce que l'on réagisse à une situation politique. Il ne faut pas si l'on s'endort, on est mort. Donc il faut vraiment cesser de s'endormir. Il faut effectivement admettre une radicalité. D'autant que cette radicalité-là, elle emplit tous les discours adverses. C'est-à-dire que tout le système actuel est un système terriblement violent et radical, au point même qu'il injurie ceux qui protestent en les traitant de populistes, voire de fascistes, qui les insultent, voire même qu'il les agresse physiquement. Rappelez-vous de la manière dont les Gilets jaunes avaient été traités et de la manière comparative avec laquelle la contre-société, quand elle proteste, est traitée. Les éditorialistes du lendemain de ce référendum de mai 2005, où le traité constitutionnel avait été rejeté à 55% par le peuple français. Souvenez-vous des éditorialistes de l'Obs, de Libé, les traitant de xénophobes, de racistes, de tous les noms. Et d'ailleurs, je trouve étonnant que ce peuple insulté, ce peuple qui n'a plus la parole, ce peuple insulté, ce peuple violenté, ce peuple maltraité, reste encore à ce point paisible et résilient. Alors peut-être est-ce le syndrome du chien. Peut-être est-ce le syndrome du chien battu. Il est possible aussi. Mais en tout cas, je les conjure aujourd'hui de se réveiller. Mais c'est en urgence parce que maintenant, j'ai dû dire lors de la dernière présidentielle que nous étions à minuit moins 5. Oui. Maintenant, on est à minuit moins 1. Je ne sais même pas si on n'est pas même à minuit pile. C'est-à-dire que si le peuple laisse passer cette occasion-là lors des municipales et de la prochaine présidentielle dans un an, je crois que là, ce sera vraiment terrible. Ce sera
foutu. Vous savez, il y a eu un papier dans le Figaro d'un philosophe américain lundi, Godossian, qui disait que vu des États-Unis, les Américains pensaient que la France pouvait disparaître avant la fin de ce siècle. Mais je pense que la France peut disparaître avant 50 ans si les lignes sont poursuivies. On continue à en discuter. En tout cas, oui, sachez que le chien battu peut vite devenir un Gaulois réfractaire. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Je suis avec Yvan Rioufol. Appelez-nous au 0826 300 300. Je suis persuadé que vu la nature du débat, vous avez plein de questions à lui poser. Est-ce que la France est en train de crever? Est-ce que les élites nous ont menti? Est-ce que notre classe politique n'est pas à la hauteur? Est-ce que les médias nous cachent la vérité? Vous avez certainement des interrogations. Emmanuel Galasso attend votre appel et Yvan Rioufol y répondra avec la pertinence et le franc-parler qu'on lui connaît. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je suis avec Yvan Rioufol, auteur de La Révolution des oubliés. Alors la révolution ou la réaction des oubliés, ils ont le droit de réagir, édité chez Fayard, et nous débattons, enfin on débat, pour l'instant on est sur une certaine convergence à constater que les élites nous ont menti, que la classe politique n'est plus représentative, que le peuple n'a plus confiance dans ses représentants et qu'il faut quand même trouver un moyen de s'en sortir. Yvan Rioufol, pour autant, votre ouvrage couvre la totalité de cette réflexion en abordant point par point la faillite des élites, l'indésirable indigène, l'immigration, l'agonie médiatique, de l'utilité du charlatan. On va prendre les chapitres parce que votre construction est parfaite. Est-ce que pour autant ce n'est pas l'effondrement de l'école, cette machine à créer l'intelligence, le savoir, cette machine à intégrer les populations qui venaient de l'extérieur de la France? Est-ce que l'effondrement de l'éducation nationale, pour les raisons que vous signalez, n'est pas à l'origine, j'allais dire, de cet appauvrissement politique, de cet appauvrissement culturel? Je ne crois pas. Enfin, oui, l'école, naturellement, a une responsabilité fondamentale, mais c'est une responsabilité parmi d'autres. Moi, j'englobe tout un système. C'est tout un système qui a été mal construit depuis le départ, parce que c'est un système qui s'est rendu perméable à des idéologies qui étaient construites en Alors, soyez plus clair. Donnez-nous la genèse de cette déconstruction. Ça commence quand? Elle est difficile. Donnez-moi une date. Elle est difficile. Mais je n'en sais. Alors prenons ça, les c'est présidents. très difficile. Mais vous savez, De Gaulle, Pompidou, ça vous va ou non jusque-là? Concernant l'école, en tout cas, le défondrement de l'école avait commencé avant 68, parce que je vous rappelle que même en 1967, Alain Peyrefitte, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait déjà édicté la fin des cours des cours à apprendre obligatoirement, avait acté la fin du latin obligatoire en 6e, avait déjà rabaissé les exigences. Le pédagogisme américain commençait à pointer son nez dans le système éducatif. En tout cas, concernant l'école, il commence à être daté dès 1967. Naturellement, ça s'est aggravé ensuite en 68. Et la réforme Haby ensuite. La réforme Haby avec le collège unique. Mais je pense que cet effondrement culturel est un effondrement culturel qui vient plus globalement dans cette nouvelle idéologie mondialiste qui s'est installée, de mon point de vue, en 1974, je donne cette date parce que c'est une date qui est à peu près agréée par ceux qui ont vécu la crise pétrolière d'un côté, avec cette dépendance accrue de l'Europe, notamment vis-à-vis des pays producteurs de pétrole, donc des pays arabes et des pays musulmans, qui ont exigé en compensation d'une sécurité pétrolière et d'une sécurité tout court des amendements et des actes léonins pour installer des populations exogènes, des populations musulmanes, qu'on leur a accordé tout de suite. Et au prix de ce premier renoncement, s'y est aggravée cette mondialisation qui est apparue dans les mêmes instances. 74, c'est la date que propose le prix Nobel de la paix Yvan Rioufol, ça correspond à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et ça correspond à l'élection à l'arrivée l'année d'avant de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Voilà, absolument. C'est pour ça que je propose effectivement que l'on raisonne à 50 ans de désastre, dans le fond 40 à 50 ans de désastre d'un système qui peu à peu s'est effondré dans tous ces dernière année où le budget de la République est excédentaire. Exactement, le dernier budget en équilibre est celui-ci, et ensuite tout s'effondre. De mon point de vue, à cause effectivement de ces coups de boutoir d'une idéologie mondialiste qui a décidé qu'il fallait urgemment considérer le citoyen comme étant un consommateur indifférencié, que les cultures étaient remplaçables quoi qu'il arrive, qu'il n'y avait pas de choc de civilisation, pas de choc de culture, etc. Et puis vous avez eu la grande propagande de Jacques Chirac ensuite, qui nous récitait sur tous les plateaux et repris par tous les journalistes, que l'immigration était une chance pour la France, que l'islam était une religion de paix et de tolérance, etc., etc. Le regroupement familial
qui avait été décidé par... familial, plus en 1984, l'arrivée de SOS Racisme, qui a eu un effet très pernicieux, même s'il y avait des très bons sentiments au départ, parce qu'il, SOS Racisme, avec son touche pas à mon pote, a criminalisé toute objection portée sur les minorités, les nouvelles minorités ethniques, les nouvelles minorités... Alors, n'oubliez pas, Yvan Rufol, que Chirac fait quand même son discours de Cochin, son appel de Cochin, où il dit attention, on est en train de perdre nos souverainetés, et puis alors les phrases polémiques sur l'odeur, qui s'est renié très rapidement. Et donc, voyez, c'est toute cette ponctuation de dates me font qu'ensuite, à travers des idéologies successives, le mondialisme, l'antiracisme, ensuite le wokisme, bien sûr, en passant par l'écologisme, etc., toutes ces idéologies ont façonné une manière de penser qui s'est détachée de plus en plus de la vie des gens, du réel, dans le fond, et qui s'est détachée de la détresse humaine, parce que vous avez eu beaucoup de Français dès cette époque-là qui ne se reconnaissaient plus dans le modèle social qu'on leur proposait et qui ont fait sécession de leurs élites. C'est-à-dire que quand je dis aujourd'hui que nous vivons sur une terre arasée, on vit sur une terre arasée par cet abrutissement collectif qui a été imposé par le politiquement correct, et nous vivons maintenant une situation telle qu'il n'y a plus nulle part de personnalité qui pourrait prétendre à elle seule d'être l'homme providentiel. La thèse de mon livre aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a plus d'homme providentiel, il n'y a plus d'homme ayant l'envergure d'un De Gaulle, par exemple, qui pourrait effectivement se plier dans les grands habits de la Ve République, et que l'homme providentiel, c'est le peuple lui-même, ce peuple providentiel. Donc j'y invite aussi à réfléchir à ce que pourrait être une nouvelle République, sans doute, parce qu'il me semble que la Ve République ne correspond plus maintenant. On va y venir. Là, je reviens sur votre analyse. Votre définition, elle s'appelle quand même l'américanisation de nos mœurs. L'explosion de la grande distribution, plus forte en France qu'ailleurs. C'est le consumérisme, c'est le matérialisme, c'est effectivement cette idée folle qui était de dire qu'aujourd'hui, chaque consommateur pouvait prétendre effectivement à s'installer là où il voulait, à partir du moment où il alimentait la caisse de retraite, et à partir du moment où il alimentait le profit des grands distributeurs et des entreprises. Mais c'était donc avec une indifférence portée à la fragilité de l'âme humaine, une indifférence portée à la fragilité de ce qu'est un peuple dans sa continuité historique. Et si effectivement vous rompez cette continuité historique au point même de la diaboliser, parce que c'était en fait ce qui s'est passé dans les discours qui ont été repris ensuite dans les années 90 jusqu'à 2000, en disant que se revendiquer comme étant français, d'une identité française, était fasciste, parce que c'est ce que l'on a entendu même de la part des républicains qui se sont baptisés républicains justement pour ne pas se baptiser français. Ils n'ont pas il faut reprendre les arguments des Républicains à l'époque quand ils ont choisi ce nom-là, disant qu'ils préféraient se référer aux valeurs de la République plutôt qu'aux valeurs de la France elle-même, de peur d'être traités de ringards. Donc c'est cet empoisonnement idéologique qui est au cœur de l'effondrement de la France et qui imprime, qui imbibe encore la majorité des médias et une grande partie de ce monde politique. C'est pour ça que ma thèse est de dire que nous n'en sortirons pas si nous restons avec ce même modèle politique-là. Il faut changer de modèle, il faut donc cette révolution, il faut cette rupture. Alors, vous dites que la lecture que l'on peut faire de cette situation, vous le dénoncez depuis longtemps. Vous avez été chahuté quand même, souvent attaqué. Je faisais allusion tout à l'heure à Jean-François Kahn, à Marianne, où je travaillais, et il y a un procès où Jean-François Kahn vous attaque pour vos positions, qui sont un peu celles d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il vous a quand même rejoint sur certains constats. Je me souviens qu'il m'a dit, non seulement j'aurais voté non au traité constitutionnel de 2005, mais même celui de Maastricht en 92, je me demande si j'aurais voté oui. Et il fait un éditorial où il vous attaque, avec une citation entre guillemets, propos que vous n'avez jamais tenus. Le président du tribunal lui dit, mais monsieur Kahn, vous mettez entre guillemets des propos, nous avons la certitude qu'Yvan Rioufol n'a jamais dit ça. Et il dit, d'accord, mais je le connais, il l'a pensé. C'était extraordinaire. C'était pour vous dire qu'à l'époque, vous étiez quand même... ça a été malgré tout une période pénible. Oiseau de mauvais augure, vous étiez un oiseau de mauvais augure. C'était une période pénible pour moi, parce qu'en fait, j'avais de l'admiration pour l'homme de presse Jean-François Kahn, et je n'ai pas compris effectivement l'animosité qu'il avait maintenant. Vous incarniez quelque chose de dangereux, vous voyez. Oui, mais il a été caricatural de ce qu'était la presse à l'époque. C'est-à-dire, il se présentait lui-même comme étant le parangon du politiquement incorrect,
correctes. Il n'y avait rien de plus correct que ces postures. Ça peut être un paradoxe, effectivement, quand on prend ce sont des postures que j'ai retrouvées chez beaucoup d'hommes dits progressistes. Il se disait lui aussi progressiste. Et il m'attaquait, en l'occurrence, parce que je dénonçais déjà... Alors, il vous accusait d'être trop atlantiste, ultralibéral, conforme au système, à l'économie de marché qui, finalement, nous avait conduit là, dans le mur où nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas changé. Je suis resté libéral, je suis resté atlantiste, non pas ultralibéral, certainement pas ultralibéral, mais libéral, atlantiste, dans la mesure où je pense... Alors là, vous souffrez en ce moment, parce que le libéralisme est très malade. Oui, je souffre un peu, mais nous vivons malgré tout une communauté de destin, et je ne suis pas de ceux qui aboient systématiquement contre Trump, parce qu'il faudrait aboyer contre Trump. Donc je vois bien, au contraire, que même Trump lui-même nous sommes de nous réveiller, puisque même lors du discours de Davos, alors qu'on le présente comme étant l'homme qui fait peur au monde entier, il nous a dit, parlant des pays européens, qu'il ne reconnaissait plus certains d'entre ces pays-là, en disant qu'ils étaient méconnaissables. Et M. Vance, dans son discours de Munich, était aussi... vous restez avec nous, Yvan Rioufol, on continue cet échange passionnant. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous appelez Emmanuel Galasso, Yvan Rioufol est là, vous avez compris qu'on est en train d'aborder des sujets de l'actualité du jour qui nous préoccupent, qui nous interpellent. Est-ce que les élites nous sont menties? Est-ce que nous ne sommes plus représentés par des gens qui sont dignes de notre confiance? La réponse est ici dans le livre de Yvan Rioufol, La Révolution des oubliés chez Fayard. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Yvan Rioufol qui vient de publier c'est un pamphlet, c'est un brûlot, La Révolution des oubliés. C'est terrible à dire parce que les gens qui m'ont expliqué pendant des années que Rioufol disait n'importe quoi, que c'était un excité, et finalement, on est rattrapé par le réel. Je veux bien qu'on ait des divergences analytiques sur l'explication de tel ou tel phénomène, mais votre constat, qui est accablant, correspond quand même à ce que les Français ressentent et à ce que les Français comprennent. Justement, nous avons une Française qui nous appelle de Castel-Sarrazin, et c'est Simone. Bonjour Simone. Bonjour monsieur, bonjour à vous tous. Simone, est-ce que vous êtes en rupture avec les élites de la France? Est-ce que vous vous sentez en rupture? Oui. Mais c'est pas nouveau quand même. Hein. Ah. Pour moi, Mitterrand a fichu notre industrie en l'air et Macron est en train de ficher notre agriculture en l'air, ce qui fait que ce pauvre France, il lui restera que les yeux pour pleurer. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas aller se bagarrer dans les rues. Non. Alors, il y a des élections. Mais vous l'avez vu ça, cet effondrement progressif j'allais dire des valeurs dans lesquelles vous croyez. Vous le vivez vous-même personnellement? Non, je le vis pas personnellement parce que on est une famille assez aimante et assez bien construite. Donc, dans mes amis et dans ma famille, c'est correct, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Mais je vois bien ce qui se passe au niveau du pays, quoi. Je suis consterné. On est un pays magnifique et on n'arrive pas à le garder parce que il restera rien. Hein. Il restera plus rien avec le Mercanso. Si on laisse passer tout ça, il nous restera. Il faut garder nos agriculteurs quand même, au moins ça. On n'a plus d'industrie, au moins les aider, les favoriser, quoi. C'est important ça dans un pays quand on se nourrit. C'est la première des choses. On peut vendre ce qu'on produit ici au niveau agriculture. Ça nous fait un revenu quand même. Vous en voulez à qui, Simone en particulier? Bon, vous citez le nom de nos grands responsables politiques. Est-ce que vous en voulez à un mécanisme, à un système, Moi, je suis désolé, à Mitterrand. J'ai voté pour lui. Hein. Oui. Bon, je suis à l'aise, je peux le dire. Mais à lui, je lui en veux. Parce que je pense que c'est lui qui a commencé à démolir la France. Honnêtement, c'est le sentiment que j'ai. Il a démarré. Et là, M. Macron, avec l'agriculture, là, il faut qu'il aide les agriculteurs, absolument. Il faut arrêter avec ce Mercanso. Il faut les écouter. Ils savent de quoi ils parlent. C'est leur métier, c'est leur vie. Et depuis toujours. Parce que c'est des gens qui sont agriculteurs de père en fils. Alors, ils savent, ils le sentent quand même. Donc il faut en tenir compte. Yvan Rioufol, voilà. Simone nous interpelle. Est-ce que vous pensez que cette rupture avec les élites, c'est parce que nos gouvernants n'ont pas su écouter les cris du peuple, l'humeur du peuple, le bon sens d'en bas? Bien sûr, il y a une sécession entre l'élite et le peuple. Alors cette analyse n'a rien d'original, elle a été portée avant moi et par d'autres. Mais pardon, ce que nous dit Simone dans son découragement est très significatif effectivement d'une partie de cette population qui analyse très bien ce qui lui arrive. Et Simone a dit, mais on ne va quand même pas descendre dans la rue pour protester ou quelque chose de semblable. Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Pourquoi ne pas descendre dans la rue pour protester? Regardez, par exemple, les Anglais, très récemment, les Britanniques, sont descendus très massivement dans les rues à Londres. Calmement et massivement. Calmement et massivement pour dire qu'il ne fallait cesser cette immigration démentielle qui est en train de balayer leur culture. Pourquoi est-ce que la France, qui est encore une fois dans un moment critique, je ne pense pas alourdir le diagnostic en le disant, pourquoi les Français se laisseraient-ils à ce point piétiner, insulter, et se laisseraient-ils dissoudre dans le fond dans une nouvelle civilisation qui n'a plus rien à voir avec la leur? Je pense que mais des colères ont été exprimées, Yvan Rioufol, par le peuple français. Les colères s'expriment, mais ce sont des colères qui sont sporadiques et qui, pour l'instant, là, oui, et dans les urnes aussi. Bien sûr, mais vous voyez que dans les urnes, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, elles s'expriment, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. En tout cas, pour les législatives, elles n'ont pas été jusqu'au bout. Elles sont encore perméables à tout ce terrorisme intellectuel du politiquement correct qui dit que dès que vous vous réclamez comme étant français de France ou de cœur, vous êtes un fasciste. Donc ça terrorise encore pas mal de gens. Vous voulez dire que le Front républicain fut une forme de forfaiture politique? Bien sûr, naturellement. Cela fait partie effectivement des brutalités de ce système mis en place, qui s'est construit, encore une fois, contre le populisme, c'est-à-dire contre une partie du peuple inquiet, et qui, en fonction de ceci, a imposé une caste qui, encore une fois, ne comprend pas la vie des gens, méprise la vie des gens. Il suffit de voir les attitudes absolument hautaines et méprisantes qui ont été celles des représentants de Macron. D'autant que Macron lui-même, quand il avait été élu en 2007, avait fait une analyse tout à fait correcte de dire que la démocratie ne fonctionnait plus et qu'il fallait cesser avec la verticalité pour essayer d'influer une horizontalité avec la société civile. Il s'était même présenté comme étant candidat de la société civile. On a oublié ça, mais moi je ne l'ai pas oublié. Et on s'est bien rendu compte que c'était un leurre, naturellement, qu'il était le candidat des puissances financières notamment. Et donc il faut aujourd'hui, il y a toute une série de prétextes qui mettent le peuple en état de légitime défense. C'est pour ça que quand j'entends Simone nous dire, dans une sorte de propos un peu dépressif, qu'on ne peut plus rien faire, je suis désolé de dire que l'on peut encore faire. D'abord, on peut faire naturellement en votant, et là Simone l'a dit, mais on peut faire également en protestant. Je n'appelle pas du tout à des insurrections, encore une fois. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mon propos, mais simplement, il faut que les Français, aujourd'hui, comprennent d'abord que ce régime est fragile, parce que ce régime est fragile dans la mesure où il n'a plus l'assise populaire, et donc un régime ne peut pas tenir longtemps quand il n'a plus l'assise populaire. Ça se voit également en Iran d'une manière plus dramatique, etc. Et que ce régime fragile peut tomber si le peuple français le décide. Encore une fois, il est minuit moins une, et c'est le peuple français lui-même, le peuple dans sa collectivité, qui a oui ou non la possibilité de lever le pouce ou de baisser le pouce. Et je pense qu'il pourrait baisser le pouce, c'est-à-dire de dire que ce système a assez duré et qu'il faut en changer, et dans ce cas-là accepter en effet une forme de radicalité, une forme de rupture avec les inconnus que représente naturellement cette radicalité. Yvan Rioufol, comment peut-on leurrer des masses aussi souvent et aussi longtemps? Il y a un chapitre de votre livre qui est de l'utilité du charlatan. Est-ce que le charlatanisme est devenu à un moment donné un système de communication de la classe politique ou une façon de leurrer le peuple? Je pensais, parce que j'ai écouté, c'est en fonction d'un propos tenu par Jean-François Copé, qui représente tout à fait cette élite intellectuelle, un bel esprit, une dialectique impeccable, et qui disait, parlant du Rassemblement national, nous sommes des professionnels de la politique, et eux, ce sont des charlatans. D'abord, la politique, ce n'est pas une profession. La politique, c'est une mission, c'est un mandat. Donc, un homme politique ne devrait pas se dire professionnel, parce que la professionnel, il travaille pour lui-même, et là, un homme politique devrait travailler pour la collectivité. D'ailleurs, il ne reçoit pas un salaire. Mais ça s'est vu, le professionnalisme lucratif en politique. Oui, absolument. Et donc, son argument a été faux de ce point de vue-là. Et en plus, quand il disait du Rassemblement national qu'il était un charlatan, moi, j'ai un faible pour les charlatans, parce qu'en fait, ce ne sont pas des charlatans, ce sont simplement des individus qui se penchent sur l'âme humaine, si je puis dire, qui se penchent sur la fragilité de l'identité française. On a beau être une identité millénaire, c'est une identité qui, en effet, peut être balayée en l'espace de quelques générations, et Mélenchon le montre. Mélenchon le théorise. Mélenchon théorise effectivement une France qui aura totalement disparu, grand remplacé dans ses brèves essais, dans une ou deux générations. Par la créolisation. Par la créolisation, par l'islamisation
population par l'immigration de masse. Il y a quand même, encore une fois, c'est ahurissant. On a appris que les chiffres de l'immigration en 2025 avaient encore augmenté par rapport à 2024, qui était également énorme. On avait 500 000 personnes qui arrivaient par an, sans compter les clandestins qui sont à peu près 900 000. Donc on voit bien que c'est un pays qui pour l'instant se suicide. On voit que c'est un pays qui est hors de contrôle. Hors de contrôle dans ses finances publiques. Je ne sais pas si on abordera ce détail. Bien sûr, mais ça va ensemble. Mais ça va ensemble. Et hors de contrôle dans sa maîtrise de l'immigration. Il y avait un papier de Nicolas Bavray dans le Figaro de lundi disant que la France se tiers-mondisait. Il parlait de la France qui se tiers-mondisait en analysant simplement ses dérives économiques. Mais la France se tiers-mondise dans ses dérives économiques, c'est une affaire entendue, mais elle se tiers-mondise également dans la manière qu'elle a d'accueillir toujours davantage des populations du tiers-monde. Et là, Bavrez n'en parlait pas. Mais donc, encore une fois, nous vivons un désastre idéologique, un désastre systémique. Et donc, Simone voit bien ce désastre-là. Mais elle illustre en effet une partie de l'opinion qui, par aquabonisme, par résignation peut-être à un moment donné. Par résignation, en effet. Yvan Rioufol, à se révolter. Nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Après Simone, c'est Chantal qui nous appelle et qui Chantal nous appelle de temps en temps. Chantal, vous vous sentez aussi en rupture avec les élites? Ah ben complètement, mais ça fait longtemps. Vous savez déjà, ça fait plus de 20 ans que je regarde plus la télé, les infos de la télé et le reste, parce que voilà. Plus ça va et plus on nous raconte n'importe quoi. Heureusement qu'il reste encore Sud Radio et beaucoup de médias alternatifs, parce que sinon on ne serait pas du tout informé. Je suis très content d'entendre Monsieur Rioufol, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a été un vrai combattant pendant la période du Covid. Et Dieu sait qu'il avait raison. Moi, je voulais dire simplement que ce soit Simone à d'autres, comme disait la Boétie, les tyrans ne le sont que parce que nous sommes à genoux. Donc, à nous de nous lever et à nous de protester. On n'est pas obligé de prendre les fourches, mais à un moment donné, l'arc républicain, il faut que les gens ils arrêtent parce qu'on a les élites que nous méritons. Il a du plomb dans l'aile, l'arc républicain, je vous... Oui, mais ça, il le dit toujours avant les élections, mais vous savez, on va voir pendant les municipales, les coquins, les copains, ils seront toujours là. Donc, de toute façon, c'est des gens qui nous ont emmenés complètement dans le mur, entre l'Union européenne et plus les incompétents ou les très compétents qui sont pour ruiner la France, parce que ils sont pas incompétents. Oui, qui savaient plus ce qu'ils faisaient qu'on pense, en fait. Exactement. Donc, je remercie beaucoup Monsieur Rioufol de tout ce qu'il nous apporte. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien les médias, qui connaît bien les politiques, et je pense que d'avoir son regard est quelque chose de très important. Et je dis aux Français, bougez-vous les fesses. Là, il y a les agriculteurs qui sont dans la rue. Et ben, à un moment donné, il faut aller avec eux. Les policiers sont dans la rue. C'est pas un hasard. Maintenant, les policiers, s'ils veulent la population avec eux, qui chargent pas les paysans. Voilà. Message reçu, Chantal. Yvan Rioufol, est-ce qu'on peut avoir un sursaut sans qu'il y ait pour autant un guide? Sans qu'il y ait pour autant... guide, un leader, Je crois qu'il faut... Encore une fois, l'homme providentiel n'existe plus. L'homme d'État n'existe plus. Il nous faut effectivement un homme du tiers-État. C'est-à-dire qu'il faut naturellement... il faut retrouver des élites, bien entendu. Cet être existe ou non? À votre avis, il existe peut-être? Je pense qu'il n'existe pas pour l'instant. Je ne le vois pas. Je vois des personnalités intelligentes, mais je vois des personnalités qui ne seront intelligentes que si elles se regroupent. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est de reconstituer une intelligence collective qui a manqué, et je ne vois pas, peut-être est-ce que je me trompe, ça c'est un point de débat, mais je ne vois pas l'homme providentiel apparaître aujourd'hui, même si je vois naturellement des ambitions de ceux qui se disent le prochain De Gaulle ou le prochain Bonaparte. Je n'y crois pas parce que l'on a déjà vu ça, et aujourd'hui les vastes mois en général s'étiolent assez rapidement. Donc il faut concevoir effectivement une société, un modèle alternatif dans lequel la présidence devrait être une présidence à tout le moins partagée par ce parti du peuple. J'instaure ce parti du peuple qui doit participer bien davantage que maintenant à travers des référendums, à travers des consultations permanentes. Yvan Rioufol, on va en discuter. Donc appelez-nous au 0826 300 300. Vous voyez, Yvan Rioufol est en train de mettre le doigt justement sur ce qui fait mal et peut-être une ébauche de solution. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Et on prendra... Sud Radio.
Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je reçois Yvan Rioufol qui décrypte la situation inquiétante dans laquelle se trouve la République et qui a publié La Révolution des oubliés parce qu'il pense qu'à un moment donné ce ras-le-bol va se traduire par un sursaut républicain national et que, à force d'avoir été trompé et induit en erreur par les élites, eh bien la masse du peuple va se rebiffer. Nous sommes en ligne avec Bruno qui nous appelle de Palaiseau. Bruno, vous aussi, les élites, les gens qui nous représentent n'ont pas forcément la légitimité pour continuer à nous représenter ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors les questions que vous posiez au début, est-ce que les médias nous mentent, les politiques nous mentent ? On le sait maintenant, c'est des constats. Bon, on n'a plus à se poser ces questions. De la même façon, est-ce que les élites n'ont pas su nous écouter ? C'est pas qu'ils n'ont pas su, c'est qu'ils ne veulent pas. Bon, et donc à partir de là, on voit aussi qu'il y a plus aucune opposition. Donc au Parlement, on voit bien, y compris le Front National qui a voté pour le contrôle des réseaux sociaux avec évidemment le prétexte des enfants de moins de 15 ans, etc. On sait très bien que là, il y a un pied dans la porte qui va aller jusqu'au contrôle de la population. Donc tout ça fait que qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que tous ces gens qui ont apporté ces problèmes-là, hein, on sait comme la phrase le dit, les gens qui ont créé ces problèmes, vont pas les résoudre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut tous les virer, hein. Et puis comment on fait ? Voilà, c'est ça le problème. Yvan Rioufol, est-ce qu'on peut faire un grand remplacement, non pas de nos populations, mais de notre élite qui n'est plus légitime, qui n'est plus. C'est le préalable à tout. Encore une fois, nous ne pourrons rien reconstruire de nouveau si nous gardons ce personnel politique actuel. Enfin, on garde la démocratie, Yvan Rioufol, c'est le suffrage universel qui décidera. Prioritairement sur la démocratie. Alors, ce ne peut être qu'une révolution démocratique, entièrement démocratique, une révolution libérale et démocratique. Moi, je me dis libéral, c'est qui est le meilleur des antidotes contre les totalitarismes. Mais il faut que ce soit une démocratie qui ne soit pas une démocratie confisquée comme elle l'est actuellement, une démocratie qui acte une participation de ce parti du peuple dans des processus de décision à travers des référendums, peut-être même des référendums à la Suisse, mais aussi avec une nouvelle architecture du pouvoir politique, me semble-t-il, beaucoup plus horizontale, participative, girondin, provinciale. Certes. Je ne peux rien attendre de Paris aujourd'hui. Mais il faut partir du réel, Yvan Rioufol. Aujourd'hui, le paysage politique de la droite nous propose le Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella, avec son allié de l'UDR, Éric Ciotti. Chez les Républicains, nous avons deux têtes qui émergent, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Ensuite, une cohorte de droite républicaine toute petite, avec Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Monsieur Asselineau. Est-ce qu'à un moment donné, tel que l'a suggéré Nicolas Sarkozy en sortant de sa cellule, est-ce qu'on peut concevoir, dans un esprit d'union nationale et de sauvetage de la République, une union des droites où chacun trouve sa place ? Moi, le personnel politique me fait honte, très franchement. Ah oui, mais il faut faire avec. Non, oui, bien sûr, mais malgré tout, je le dis, ce personnel politique me fait honte, même à droite, alors que ma pente, naturellement, va plutôt du côté de cette droite conservatrice, libérale et sociale, qui, en fait, ce qui me définirait davantage. Donc, il faut cesser urgemment avec ses ambitions personnelles. La dernière fois qu'elle a été au pouvoir, c'était quand pour vous ? La dernière fois qu'elle a été au pouvoir, cette droite... Je crois qu'elle n'a jamais vraiment été au pouvoir, parce que en fait, c'était François Fillon qui l'a représenté bien davantage que les autres, et François Fillon a été entravé par une décision judiciaire. Donc, et ensuite... on l'avait avec Pompidou, peut-être quand même un petit peu, ou... L'époque n'était pas la même. Il y avait pas les. Donc pas Giscard, pas Sarkozy, pas Chirac. Non, ils ont tous participé. Moi, je les mets tous un petit peu dans le même sac d'avoir saboté au bout du compte cette construction d'un système qui ne correspond plus maintenant aux appétits démocratiques et à la vie des gens. Donc il faut réfléchir en effet. Mais cette réflexion n'a pas été conduite, donc c'est pas à moi seul J'invite à ce que les intellectuels réfléchissent à effectivement une participation institutionnalisée de ce peuple oublié afin qu'il participe aux grandes décisions. Et puis surtout, j'invite le personnel politique à se regrouper, à faire en sorte de travailler plus collectivement, comme il n'y a pas d'homme providentiel, qu'ils acceptent effectivement de mettre leurs égos de côté et qu'ils acceptent des sortes de tickets, ou je ne sais comment les appeler, de nouveaux consulats, nouveaux directoires, pardon. Et Yvan Rioufol, nous avons Fabrice qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Fabrice. Oui,
Je suis en train d'échanger avec Yvan Rioufol sur la solution, la relève. Est-ce qu'une union des droites serait possible? Est-ce que vous pensez qu'il y a une formule pour sortir du marasme dans lequel se trouve ce pays, compte tenu que les élites n'auraient plus la confiance du peuple? Alors, moi, je pense en fait clairement que les élites n'ont plus leur place là où ils sont, puisque ils sont censés nous représenter. Et à partir du moment où certains ont des casiers, ils devraient être plus inéligibles à vie, clairement. Et je pense que revenir à une monarchie serait pas une mauvaise chose, dans le sens où on aurait quelqu'un à la tête d'un pays qui aurait une vision sur du long terme, et pas juste de mandat en mandat, histoire de garder sa place. Une monarchie constitutionnelle, on est d'accord avec on est d'accord. Yvan Rioufol, est-ce que l'option du souverain peut être envisagée? Elle revient souvent dans la bouche. Il y a une nostalgie effectivement de ce pouvoir vertical. Moi, je n'y crois pas. Ma pente va plutôt vers des pouvoirs horizontaux. Mais encore une fois, ce sont des débats qui tout est légitime, et même effectivement de plaider pour la monarchie. Moi, on y est un petit peu. Vous êtes d'accord? D'abord, on y est. On est dans cette monarchie républicaine qui donne tous ses pouvoirs effectivement à un monarque isolé qui n'en fait maintenant plus qu'à sa tête. Et donc c'est pour ça que moi je propose que l'on revoie la Ve République elle-même. Je pense que c'est cette Ve République, dans cette monarchie institutionnalisée, mais une monarchie qui isole encore davantage la caste, cette oligarchie par rapport au peuple ordinaire. C'est cette construction constitutionnelle qui est à revoir, me semble-t-il, afin d'y mettre encore davantage de parlementarisme, c'est-à-dire d'horizontalité, de participation du peuple à travers ses représentants. Encore une fois, je m'appuie sur la démocratie. Je veux revenir aux fondamentaux de la démocratie. Ou l'autre option, Yvan Rioufol, une vraie régionalisation. On transmet le pouvoir à des régions, c'est qu'on rapproche du niveau citoyen et au don des compétences législatives. Il y a le régalien, il y a le national. Ce serait l'idéal, mais cette décentralisation, depuis De Gaulle, elle a été pensée, elle n'a jamais été faite. Moi, on reste jacobin, donc on reste très jacobin. Moi, je suis un Girondin, libéral provincial, et donc je raisonne en fonction de ces a priori, si je puis dire, mais je ne me donne pas en exemple pour autant, mais je dis simplement qu'il faut faire un travail intellectuel, comme la gauche a fait l'extrême gauche, LFI a fait un travail intellectuel pour penser la nouvelle société. Il faut que la droite fasse ce travail intellectuel, la droite et la droite souverainiste fassent ce travail intellectuel et sortent de sa paresse, parce que sinon nous allons mourir. J'ai un blog qui s'appelle Liberté d'expression, dans lequel j'ai mis comme exergue une phrase de Thucydide, le grand historien grec, qui dit: citoyen, il faut choisir, se reposer ou rester libre. Je pourrais dire la même chose aux Français. Il reprend le discours aux morts de Périclès, c'est ça, c'est à ce moment-là. Absolument, dans le discours de Périclès. Et donc, je pourrais dire la même chose aux Français. Français, il faut choisir, se reposer, ce qui est un peu la pente maintenant que l'on entend même auprès de ces Français maltraités, de ces Français oubliés, ou rester libre. Et rester libre, ça veut dire, en l'occurrence, ne pas être soumis demain à un nouveau totalitarisme, parce que ce qui arrive aujourd'hui, ce qui risque d'advenir aujourd'hui, c'est ce nouveau totalitarisme venu des sables d'Orient, qui est le totalitarisme islamique, qui imposerait l'islam des interdits. Parce que c'est aussi ceci, la menace, à travers, effectivement, l'endormissement général, c'est que nous sommes dans une menace permanente de guerre civile. J'avais écrit un livre, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait La guerre civile qui vient. Cette guerre civile, à bas bruit, se voit maintenant très régulièrement dans les attaques qui sont concertées contre les forces de l'ordre, et qui viennent d'une contre-société qui refuse maintenant de s'assimiler et qui s'oppose même à l'identité de la France. Il faut bien voir maintenant que cette fracture est consommée, que nous ne vivons plus face à face, nous vivons plus côte à côte, mais face à face. Et il faut, si l'on veut effectivement éviter d'arriver au drame que serait une nouvelle guerre civile, il faut effectivement montrer que nous ne sommes pas vulnérables. Et rien n'est plus facile qu'une proie vulnérable et blessée. Faut-il remplacer nos élites? La réponse est dans le livre d'Yvan Rioufol, La révolution des oubliés, chez Fayard. Merci Yvan Rioufol. 10 €. 10 €, hein, voilà, à lecture. C'est une nouvelle collection. Ça se lit rapidement, facilement, et vous sortirez, j'allais dire, plus lucide de l'état dans lequel vous êtes qu'au moment. Enfin voilà, moi je l'ai lu, c'est ce que je vous suggère. Merci, je vous donne rendez-vous à demain. Là, je vous confie aux douceurs de Brigitte Lahaye. Et puis, on retrouvera Yvan Rioufol, parce que je pense que l'actualité fera que j'aurai besoin de vous reconsulter. Avec grand plaisir. Pour éclairer nos consciences. Merci Yvan Rioufol. À demain, chers auditrices et chers auditeurs, sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.